Nikola Jokic et Joel Embiid sont en train de ramener les pivots à la mode en NBA après de nombreuses années où toute la lumière et le jeu étaient tournés vers les ailiers polyvalents à la LeBron ou Kevin Durant et les meneurs-shooters comme Steph ou Damian Lillard. Et ils sont tous les deux tellement forts et tellement dominants que c'est difficile de les départager et de savoir qui est réellement le meilleur. Moi, perso, je change d'avis très souvent sur la question au fur et à mesure de leur performance de mammouth. Un coup, c'est Embiid qui score 50 points en 27 minutes de jeu et je me dis, ça y est, c'est lui le meilleur et sa domination physique et technique à l'intérieur sont du niveau d'un Shaq ou d'un Hakim. Et un autre coup, c'est Jokic qui réalise un triple-double avec 49 points dans une victoire en prolongation contre les Clippers. Et là, je me dis que vu son talent et sa vision de jeu, c'est forcément lui le meilleur. Bref, c'est un débat sans fin et on va du coup aujourd'hui analyser leur jeu, leurs similitudes et leurs différences pour qu'on puisse tous choisir notre favori pour le titre officieux de meilleur pivot de la ligue. Donc asseyez-vous confortablement, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et c'est parti. Commençons avec un petit point historique. Avec l'évolution du jeu qui est devenu au fur et à mesure des années de plus en plus tourné vers le shoot extérieur, les pivots traditionnels ont peu à peu disparu et aucun pivot n'a été élu MVP ou MVP des finales depuis Shaquille O'Neal tout au début des années 2000. Dwight Howard s'en est bien rapproché un petit peu en réussissant à terminer deuxième du vote en 2011, mais c'est tout. Il aura fallu attendre 21 ans avant qu'un pivot venu de Serbie, Nikola Jokic donc, ne remporte le trophée de MVP la saison dernière. Et ce qui est étonnant, c'est que le deuxième du vote était lui aussi un pivot, le Camerounais Joel Embiid. Mais on est loin des pivots traditionnels des années 90. On est sur des pivots 3.0, des gars de 2m10 qui sont capables de dominer à l'intérieur, de bien défendre, de faire des passes, mieux que beaucoup de meneurs même pour Jokic. Et ils sont capables de dribbler, de monter la balle, de driver vers le panier et même de sanctionner à 3 points. Ce poste a connu en 20 ans une évolution incroyable des skills nécessaires pour pouvoir dominer et ces deux joueurs-là en sont le meilleur exemple. Et alors qu'ils avaient déjà tous les deux fait des saisons extraordinaires l'année dernière, j'ai l'impression qu'ils sont tous les deux encore plus forts cette année, plus efficaces et plus dominants. Malheureusement pour eux, je suis pas sûr qu'ils puissent jouer le titre puisqu'ils jouent tous les deux dans un effectif orphelin de leur principal lieutenant. Dans les deux cas, c'est un meneur All-Star, mais les raisons de leur absence sont par contre complètement différentes. Jamal Murray lui est écarté des terrains depuis avril dernier alors qu'il s'est fait une rupture des ligaments croisés du genou gauche et Ben Simmons lui n'a plus joué depuis sa fracture du mental en demi-finale de conférence des dernières playoffs. On a donc là deux joueurs qui sont dans des situations extrêmement similaires puisqu'ils sont actuellement l'unique star sur le terrain et qu'ils doivent donc porter leur équipe à bout de bras soir après soir et les deux le font admirablement bien. Ils sont tous les deux bien installés dans la course au MVP et ce malgré leur classement qui ne fait pas forcément partie des meilleures équipes de la ligue. Regardons rapidement les lignes de stats des deux joueurs. En les comparant, on voit rapidement que Jokic est un petit peu plus adroit et qu'il prend un peu plus de rebonds. Embiid quant à lui fait plus de contres et il score plus de points par match, notamment à cause du fait qu'il arrive à obtenir plus de 2 fois plus de lancers par match. La plus grosse différence, elle se trouve au niveau des passes décisives où Jokic en fait quasiment le double. En tant que pivot dominant, les deux joueurs passent donc, comme vous vous en doutez, beaucoup de temps au poste bas. Dans cette catégorie, je donnerais tout de même l'avantage à Joel Embiid, qui est quand même le plus dominant de la ligue, j'ai l'impression. Il fait en moyenne 10,7 post-up par match, le plus gros total de la ligue, et il possède la panoplie complète de moves nécessaires pour être inarrêtable. Il utilise très souvent son agilité pour attaquer avec un spin move dès qu'il reçoit le ballon, pour surprendre son défenseur avant même qu'il ne soit en place, comme ici où il reçoit la balle et surprend Hernan Gomez en attaquant directement le panier. Ça lui permet aussi de ne pas laisser la défense s'organiser pour boucher la raquette ou venir en prise à deux. Même si son jeu dos au panier est très bon avec des jolies finitions en hook, ce que préfère Joel Embiid, c'est se retourner une fois avoir reçu le ballon pour faire face à son défenseur. C'est là qu'il est le plus dangereux parce que ça lui ouvre plusieurs possibilités. Il peut soit utiliser sa puissance et son dribble, comme ici où il enfonce complètement Anthony Davis comme si de rien n'était, avant d'aller lui coller un dunk sur la tronche, ou encore ici où il nous montre l'étendue de sa panoplie en réalisant un joli crossover pour mettre un Robin Lopez dans le vent. Mais ce qui le rend aussi dangereux en face-up, c'est aussi la menace de son tir à mi-distance qui est de plus en plus précis et que les défenseurs doivent prendre en compte. Il a là aussi beaucoup de skills étant capable de shooter après des jab steps, des feintes ou encore de shooter en arrière ou sur une jambe à la Dirk Nowitzki. Embiid est tellement dominant au poste qu'il fait partie des 10 joueurs de la ligue qui sont le plus doublés. Et année après année, il devient meilleur dans ses prises de décision. Lorsque l'équipe adverse fait l'erreur de faire venir l'aide du joueur le plus proche, comme ici où Westbrook tente de venir faire la prise à deux, Embiid fait la passe facile à Matisse Thybulle qui coupe vers le panier. Mais maintenant, il arrive aussi à faire des passes plus compliquées. Lorsque la défense fait venir la prise à deux de l'opposé, comme ici où Batum vient en aide depuis le corner,
et Joel Embiid fait la bonne passe dans le corner opposé pour Niang qui a un shoot ouvert qu'il rate. Mais Joel prend le rebond offensif et s'occupe lui-même de finir le travail. Jokic, lui, est donc le deuxième joueur qui joue le plus de post-up, juste derrière Embiid. Et même s'il y est légèrement moins dominant physiquement, il y est tout aussi efficace. Lui par contre fait très peu de face-up contrairement à Embiid, il se sent beaucoup plus à l'aise dos au panier. Et comme il est moins puissant qu'Embiid, il a un peu plus de mal à enfoncer tous ses adversaires. Mais il compense ça par un niveau technique incroyable, fait de bons appuis, de feintes et de spin moves pour toujours réussir à effacer son défenseur, comme cette action à Minnesota où il leur fait la totale. Il reçoit la balle et fait une première feinte de shoot qui se transforme en spin move, puis une seconde feinte de shoot qui met son défenseur dans le vent et score un simple lay-up. Jokic, il est moins doublé qu'Embiid au poste. Pas parce qu'il y est moins dangereux, non, pas du tout. Je pense que c'est surtout que sa qualité de passe est tellement grande que les défenseurs évitent de venir parce qu'ils savent très bien que Jokic va trouver le coéquipier ouvert très facilement. Regardez par exemple cette action contre les Clippers. C'est la dernière action du match et les deux équipes sont à égalité. Les Clippers décident donc de faire une prise à deux sur Jokic pour le forcer à lâcher le ballon et obliger un autre joueur à prendre le dernier shoot. Et franchement, c'est une super prise à deux qui est faite par Kofi et Zubac qui mettent une grosse pression sur Jokic. Regardez-moi toutes ces mains qui se dressent devant lui. Et pourtant, il va quand même réussir à temporiser assez pour pouvoir voir quel joueur va se retrouver seul et envoyer une passe ultra précise à une main à l'autre bout du terrain pour un dagger à 3 points d'Aaron Gordon. Parce que oui, c'est le prochain sujet qu'on va aborder, mais Jokic, c'est pas un pivot comme les autres à ce niveau-là. C'est un pivot qui a une qualité de passe rarement vue et une vision du jeu hors du commun. C'est par lui que passe toute l'organisation du jeu de Denver et il nous régale vraiment à chaque match avec des passes plus incroyables les unes que les autres. Je vous disais avant qu'Embiid s'était bien amélioré sur ce point et qu'il arrivait de mieux en mieux à trouver ses coéquipiers pour sanctionner les double teams, mais là, sur ce point-là, Jokic est tout simplement plusieurs classes au-dessus d'Embiid. Jokic est d'ailleurs plusieurs classes au-dessus de tout le monde, dont un certain nombre de meneurs, et je pense qu'il est clairement le meilleur pivot passeur de l'histoire de la NBA. Sur cette action, il reçoit la balle au centre du terrain et on dirait que Devon Reed va aller faire un bloc au joueur dans le corner. Sauf qu'il décide au dernier moment de couper vers le panier. Pas un problème pour Jokic qui le trouve en pleine course avec une passe millimétrée hors de portée du défenseur. Sur cette action-ci, les Nuggets sont dans l'alignement Horn avec deux joueurs en tête de raquette. Monte Morris joue le pick and roll avec Jokic. Portis met un peu trop de temps à retourner sur Jokic, ce qui oblige Giannis à venir en aide et à laisser son joueur tout seul. Monte Morris donne la balle à Jokic qui envoie une passe laser à une main à Green dans la raquette. Ce qui est fou avec cette passe, au-delà de la précision chirurgicale, c'est le timing. Si Jokic contrôle la balle, Holiday a le temps de venir en aide depuis le corner et d'intercepter. Cette passe volleyée, c'était la seule solution pour servir Green, et c'est la décision qu'a pris Jokic en une fraction de seconde. En tant que big men, ils sont aussi énormément impliqués dans les différentes actions en pick and roll de leurs équipes, et comme la plupart des équipes NBA jouent en couverture basse, c'est-à-dire avec le pivot adverse qui est bas pour empêcher le drive de celui qui prend l'écran, eh bien ça laisse beaucoup d'espace pour Embiid et Jokic qui peuvent soit rouler jusqu'au panier, soit attaquer le close-out parce qu'ils ont tous les deux une très bonne capacité à driver, soit jouer le pick and pop, ce qui, couplé avec une couverture basse, leur donne à tous les deux de nombreux shoots complètement ouverts. Jokic shoot un petit peu mieux qu'Embiid à 3 points, mais la sélection de tir de Joel s'est bien améliorée par rapport à ces dernières années et il devient de plus en plus adroit étant donné qu'il fait moins de step back contestés, mais plus de shoots ouverts, notamment sur le pick and pop. En tout cas, les deux sont capables de sanctionner à 3 points, ce qui rend la défense ultra compliquée sur eux. Le dernier point qui est très important quand on parle de pivot dans cette ligue, c'est la défense bien sûr. Le pivot étant généralement le dernier rempart pour repousser les offensives adverses. Et sur ce point, c'est généralement Embiid qui l'emporte très facilement, Jokic n'étant pas reconnu pour être un bon défenseur. Pourtant cette année, je suis pas totalement sûr qu'on puisse donner le point à Embiid en fermant les yeux tant l'écart s'est réduit entre les deux. Et ça vient de deux phénomènes différents. Le premier, c'est que Jokic s'améliore en défense d'année en année. C'est pas un joueur très physique et très vertical, donc c'est pas lui qui va offrir la meilleure protection de cercle en faisant la blinde de contre. Mais par contre, il a énormément progressé dans son placement et dans le fait de bien utiliser son corps. Il est très souvent dans les lignes de passe, ce qui lui permet de réaliser pas mal d'interceptions. Il est aujourd'hui capable, par son énergie et son QI basket, de s'imposer comme un défenseur plus que correct qui se démène pour déranger au maximum ses adversaires en contestant un maximum de tirs. Et ça marche plutôt bien puisqu'il est le deuxième joueur de la ligue qui conteste le plus de shoots juste derrière Rudy Gobert et qu'il arrive à faire en sorte que ses adversaires shootent 1,3% moins bien quand ils sont face à lui, ce qui est plutôt bon pour un mec pas considéré comme un bon défenseur. Et la deuxième raison, c'est que l'implication défensive d'Embiid n'est pas toujours au top cette saison.
Si on reprend notre classement des shoots contestés, on voit que Joel Embiid, lui, est 5ème, ce qui est très bien, mais que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ses adversaires ne shootent pas moins bien face à lui. Ils shootent même 0,6% mieux, ce qui est pas grand chose, mais c'est moins bien que Jokic par exemple. Et je peux un peu comprendre Joel. Le mec a le plus gros usage rate de la ligue, avec quasiment 37% des ballons en attaque. Il est obligé de scorer quasiment 30 points par match s'il veut voir son équipe s'imposer. Ça demande énormément d'énergie et je pense qu'il se repose un peu plus en défense cette année. On a par exemple vu certains pivots récemment faire de très bonnes perfs face à lui, comme Mo Bamba qui lui a claqué son record de points en carrière sur le museau. Mais bon, Joel lui, il en a mis 50 et il est reparti avec la victoire. Je pense que quand les playoffs arriveront, on verra un Embiid beaucoup plus impliqué que ça. Donc même si les stats semblent indiquer que Jokic est meilleur qu'Embiid en défense, je pense que Joel reste intrinsèquement un meilleur défenseur et que c'est plus un problème d'implication qu'autre chose. Par contre, un gros respect pour Jokic, quand même, qui se donne à fond des deux côtés du terrain malgré les absences dans le roster. Au final, s'il ne fallait en choisir qu'un des deux, je crois qu'aujourd'hui mon choix se porterait plus sur Nikola Jokic. Embiid est une machine de domination physique avec un bon shoot, une bonne défense et le panel de moves complet du parfait intérieur. Et d'ailleurs, si vous le choisissez devant Jokic, c'est parfaitement compréhensible. Je pense pas qu'il y ait vraiment de mauvaises réponses dans ce débat, mais personnellement, je pense que Jokic est au-dessus de lui en ce moment parce qu'il est complètement unique dans l'histoire de la ligue. Le mec, il fait 2m13, il domine dans la raquette, il est capable de sanctionner à 3 points et il a la vision de Magic Johnson. D'ailleurs, si on regarde les statistiques d'offensive rating et de defensive rating quand il est sur le terrain ou quand il est sur le banc, on se rend compte à quel point le gars est important et valuable pour son équipe. Lorsque Jokic est sur le terrain, les Nuggets ont un offensive rating de 116,2, ce qui les placerait comme la meilleure attaque de la ligue. Lorsque Jokic est sur le banc, ils ont un offensive rating de 99,7, ce qui les place tout simplement comme la pire attaque de la ligue. Et on peut faire le même constat avec la défense. Avec Jokic sur le terrain, ils ont la 4ème meilleure défense, sans lui, ils chutent à la 27ème place. La différence, elle est incroyable. Quand Nikola Jokic est sur le terrain, c'est une des meilleures équipes de la ligue, et quand il est sur le banc, c'est une des pires équipes de la ligue du niveau des Rockets ou des Pistons. Et cette différence-là, elle est beaucoup moins flagrante pour Embiid, dont l'équipe se maintient tout de même vers la fin du milieu de tableau lorsqu'il est sur le banc. Et vous alors, dites-moi, lequel de ces deux monstres vous trouvez le plus impressionnant ? Voilà donc pour cette analyse des deux meilleurs pivots de la ligue. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao.